Mon fils m'a envoyé un SMS le matin de Thanksgiving, pas un appel, un SMS. Et papa, juste pour te prévenir, on dîne chez les parents de Mélissa cette année. C'est un truc réservé à leur famille, tu vois le genre. J'ai relu le message 2 fois. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine. Et j'ai terminé mon café. Tu vois le genre. Je savais exactement quel genre c'était. Cela faisait 3 ans que je le savais, depuis que mon fils avait épousé Mélissa. Et lentement, silencieusement, comme l'eau qui s'infiltre sous une porte, j'étais passé du statut de père à celui de conflit d'agenda. Ce n'était rien de spectaculaire. C'est ce que personne ne vous dit. On s'attend à une grande dispute, à des cris, à ce moment précis où quelqu'un dit une chose irréparable, mais ce n'est jamais comme ça. Ce sont des annulations qui arrivent. Avec juste assez de préavis pour sembler poli. Ce sont des projets de vacances. Évoqués une fois qu'ils ont déjà été actés. C'est ce sentiment d'être informé. Plutôt qu'impliqué. J'ai 64 ans. J'ai travaillé 31 ans pour la mairie de Lyon. Principalement dans l'urbanisme. J'ai été entraîneur de hockey mineur pendant 11 saisons. J'ai construit moi-même une terrasse dans mon jardin en 2 étés. Je ne suis absolument pas un homme qu'il faut gérer. Mais c'est pourtant ce que je ressentais, on me gérait. Ma femme, Sandra, est partie il y a 4 ans. Un cancer du sein, diagnostiqué trop tard, emporté en 14 mois. Après cela, mon fils était présent de la même manière que les gens sont présents quand ils se sentent obligés de l'être. Il appelait pour l'anniversaire du décès. Il se souvenait généralement de mon anniversaire. Il m'invitait à des événements. Occasionnellement, et quand je m'y rendais, je pouvais sentir cette énergie particulière dans la pièce, l'énergie de quelqu'un qui se donne bonne conscience. Plutôt que celle de quelqu'un qui veut vraiment vous voir. Je ne lui en veux pas. Totalement. Mélissa n'est pas une mauvaise personne. Elle est organisée. Efficace et absolument dévouée aux traditions de sa propre famille. Ses parents habitent à Valence. Sa sœur vit à Grenoble, à 40 minutes de là où mon fils est. Elles ont acheté leur maison. Son monde est étroit et fonctionnel. Et il n'y a pas beaucoup de place pour un beau-père veuf qui ne correspond pas tout à fait au plan. Je comprenais tout cela. Je ne pensais simplement pas que le comprendre signifiait que je devais en être reconnaissant. Alors, quand son SMS est arrivé. Ce jeudi matin, c'est un truc réservé à leur côté, j'ai fini mon café, rincé ma tasse, et j'ai décidé que j'avais fini de me plier en 4 pour tenir dans des espaces qui n'avaient pas été créés pour moi. J'ai appelé mon voisin Franck. Il a 68 ans, retraité de la SNCF, il a perdu sa femme 2 ans avant que je ne perde Sandra. Nous étions en train de devenir amis avec précaution. Le genre d'amitié qui naît entre hommes de notre âge, qui consiste surtout à s'asseoir dans le garage de l'autre sans parler de rien d'important. Jusqu'au moment où, soudain, on le fait. Tu fais quelque chose aujourd'hui, ai-je demandé. Je comptais regarder le match, a-t-il dit. J'ai une dinde de 10 kilos que je gardais au frais. Il y a eu un silence. J'apporte la bière, a-t-il répondu. J'ai aussi appelé ma fille qui vit à Villeurbanne avec son mari et mes 2 petits-enfants. Elle est la plus réservée, elle l'a toujours été. Elle avait déjà entendu parler des plans de Thanksgiving par son frère. Apparemment, tout était réglé depuis des semaines. Et d'une certaine manière, j'étais le dernier au courant. Quand je lui ai dit que je cuisinais quand même et qu'elle était la bienvenue, elle a dit qu'elle serait là à 14 heures. Elle n'en a pas fait tout un plat. Elle a juste dit oui, et ça suffisait. Nous étions 4 à table cet après-midi-là, Franck, ma fille, son mari, qui est le genre d'homme capable de réparer n'importe quoi chez vous sans qu'on le lui demande et qui n'attend rien en retour, et leur cadet, mon petit-fils.
qui a 7 ans et qui a passé le plus clair du repas à me parler d'un livre qu'il lisait sur les Alpes. Le repas était bon. La dinde était parfaitement cuite. Franck a fait une blague sur la sauce que je ne répéterai pas ici. Nous avons mangé jusqu'à l'excès. Et après, les enfants se sont installés dans le salon pendant que les adultes prenaient le thé, et personne n'a mentionné l'éléphant dans la pièce jusqu'à ce que Franck le fasse. Parce que Franck ne croit pas aux éléphants dans les pièces. Alors, ton fils est chez ses beaux-parents, a-t-il demandé. C'est ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Franck a hoché la tête, a bu son thé et a dit, eh bien, tant pis pour eux. Et c'était la fin de la discussion. Plus tard dans la soirée, ma fille m'a aidé à faire la vaisselle, et à un moment donné, elle a dit, « Papa, tu as l'air bien. » J'y ai réfléchi. Je suis bien, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Mon petit-fils s'était endormi sur le canapé avec mon vieux chien, un croisé berger de 14 ans nommé Cécile. J'ai pris une photo. Le petit à un bout, Cécile à l'autre, et quelque part entre eux, tout un après-midi de ce qu'il y a de plus banal et de plus précieux. Je l'ai publié sur Facebook, comme je le fais parfois. Rien de dramatique. Juste la photo, bon Thanksgiving, et un petit emoji de feuilles d'automne que ma fille m'avait montré comment utiliser. Je suis allé me coucher ce soir-là, sans avoir regardé mon téléphone. J'aurais dû m'attendre à ce qui allait suivre. Avec le recul, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais je suppose que quand vous avez passé 3 ans à être ignoré en silence, vous cessez de croire que vous comptez assez pour provoquer une réaction. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h30 le lendemain matin. D'abord, un SMS de mon fils. Et, j'ai vu ta photo. Ça a l'air d'être une bonne soirée. Décontracté. Le genre de décontraction qui demande des efforts. J'ai répondu, c'était le cas. Bonne dinde. Puis plus rien pendant environ 20 minutes. Ensuite, qui est le type? En arrière-plan? J'ai dû réfléchir à la photo dont il parlait. Sur celle que j'avais publiée, on voyait le bord de la salle à manger, et si l'on regardait bien, Franck à table avec une tasse de thé. Je n'y avais pas pensé. C'est Franck. Mon voisin. Oh. Je ne savais pas que tu recevais du monde. J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'ai réfléchi à la façon dont je pouvais répondre. J'ai pensé à quel point j'étais fatigué de calibrer mes propos pour ménager le confort des autres. Je n'étais pas au courant que je devais valider ma liste d'invités. J'ai tapé et envoyé avant de changer d'avis. Il a appelé 4 minutes plus tard. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a rappelé. J'ai ignoré ça aussi. Puis un SMS, papa, allez. Tu peux décrocher? J'ai mis mon téléphone dans la poche de ma veste et j'ai emmené Cécile faire une promenade. Nous sommes descendus le long du sentier du ravin. Celui que Sandra adorait en automne parce que les trembles deviennent dorés, et que cela ressemble à une toile de maître. Il faisait froid ce matin-là. Un vrai froid. Celui qui vous prend au fond de la gorge. Cécile est vieux et lent maintenant, et nous prenons notre temps. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant 1 heure. Quand je suis revenu, il y avait 6 appels manqués. 4 de mon fils, 2 d'un numéro que je n'ai pas reconnu immédiatement, puis si. C'était Mélissa. Il y avait aussi un message vocal, que j'ai écouté debout dans ma cuisine, ma veste toujours sur le dos. C'était mon fils, et il ne semblait plus du tout décontracté. Papa, je veux comprendre ce qui se passe. Qui est ce Franck? Depuis combien de temps? Enfin, est-ce quelque chose de sérieux? Parce que j'ai l'impression de découvrir toute une partie de ta vie dont je ne savais rien. Et je ne sais pas comment je suis censé le prendre.
Je pense qu'on devrait parler, d'accord? Rappelle-moi. Je suis resté là 1 minute, puis j'ai enlevé ma veste, je l'ai accrochée près de la porte, et j'ai réfléchi à ce qu'il venait de dire. Je ne sais pas comment je suis censé le prendre. Voilà. La chose cachée sous tout le reste. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de savoir comment cela renvoyait à sa propre compréhension de sa vie. La version où son père était calme, disponible et dans l'attente, et voilà. Que cette version contenait un voisin nommé Franck. Et ça ne collait pas. Je me suis préparé à déjeuner. Un croque-monsieur et des restes de dinde tranchés. Finement. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai mangé en regardant Cécile dormir sur son tapis dans le coin. Puis j'ai rappelé mon fils. Il a décroché immédiatement. Papa. Et merci d'appeler. Tu as appelé 6 fois. Ai-je dit 7, si on compte Mélissa. Un silence. Elle était juste inquiète. À propos de quoi, précisément? Un autre silence, plus long. À propos de toi. À propos. Écoute, nous ne savions pas que tu recevais du monde. Nous ne savions pas que tu avais rencontré quelqu'un. Je n'ai rencontré personne, ai-je dit. Franck est mon voisin. Il a 68 ans. Il travaillait à la SNCF. Il a apporté de la bière, nous avons mangé de la dinde et regardé le match. C'est tout. D'accord. Il semblait soulagé, ce qui m'a agacé encore. Plus que l'inquiétude. Mais je veux te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'aimerais que tu réfléchisses vraiment avant de répondre. Il a dit. D'accord. Quand tu m'as envoyé un SMS hier matin pour me faire savoir que je ne faisais pas partie de tes plans et soit dit en passant, je comprends que toi et Mélissa deviez faire ce qui fonctionne pour votre famille. Mais quand tu as fait ça, t'es-tu dit que je pourrais faire d'autres plans? Silence. T'es-tu dit, ai-je poursuivi, que je pourrais avoir des gens dans ma vie et que je ne passerais peut-être pas la journée assis ici à attendre de voir si quelqu'un trouvait un créneau pour moi. Papa, je ne suis pas en colère. Ai-je dit. Ce qui était globalement vrai. Je pose une vraie question. Je pouvais l'entendre respirer. Puis il a dit, non. Honnêtement? Non, je n'y ai pas pensé comme ça. Je sais que tu n'y as pas pensé, ai-je dit. C'est pour ça que je demande. Il y a eu un long silence après cela. Pas inconfortable, exactement. Plus comme quelque chose qui se met en place. Je crois, a-t-il dit lentement. Je crois que j'ai agi comme si je pensais que tu étais simplement là. Comme si tu serais toujours là et que ça allait, et que tu n'avais pas vraiment besoin. Il s'est arrêté. Continue. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pensais. Je crois que j'ai cessé d'y penser, ce qui est un problème en soi. C'était plus honnête que ce à quoi je m'attendais. Je lui accorde ça. Ta mère disait souvent, ai-je dit, que d'être tenu pour acquis était la forme la plus solitaire d'être aimé. Il n'a rien dit pendant un moment. Je me souviens qu'elle disait ça, a-t-il dit. Doucement. Je sais. Nous avons discuté pendant encore 40 minutes. Ce n'était pas la conversation que j'attendais depuis 3 ans. Je ne suis même pas sûr d'avoir attendu consciemment une conversation. Mais c'était réel d'une manière que les choses entre nous n'avaient pas été depuis longtemps. Il m'a confié qu'il s'était senti coupable après la mort de Sandra et qu'il n'avait pas su comment être avec moi sans que la culpabilité ne prenne toute la place. Je lui ai dit que la culpabilité est un mur que l'on érige pour éviter le travail plus difficile qui consiste à être vraiment présent. Il n'a pas aimé entendre ça. Mais il ne l'a pas contesté non plus. Avant de raccrocher, il a demandé si nous
Pouvions faire Noël correctement cette année. Tous ensemble, chez moi ou chez lui, peu importait. J'ai dit que j'y réfléchirais, et je le pensais vraiment. Pas comme une punition, pas pour le faire transpirer. J'avais sincèrement besoin d'y réfléchir, parce que voici ce qui arrive quand vous passez une longue période à être géré en silence. Vous commencez à apprendre la différence entre ce que les gens offrent quand ils se sentent coupables et ce qu'ils offrent quand ils le pensent vraiment. Et je n'étais pas encore prêt à savoir de quoi il s'agissait. Ce que je savais, debout dans ma cuisine avec les restes de dinde toujours sur le comptoir et la queue de Cécile remuant lentement sans raison particulière, c'est que je me sentais clair. Pas justifié, pas triomphant, juste clair. Comme une fenêtre qui avait été embuée pendant longtemps et que quelqu'un avait enfin nettoyé. Je n'avais rien planifié de tout cela. Je n'avais pas publié cette photo pour prouver quoi que ce soit. Je l'avais publiée parce que c'était un bon après-midi, que Franck avait l'air à l'aise à ma table et que mon petit-fils avait de la sauce sur le menton. Et c'était le genre de moment que Sandra aurait adoré et je voulais le garder d'une certaine manière. Mais la réaction m'a appris quelque chose que je savais probablement déjà. Mon fils avait une idée de ce à quoi ressemblait ma vie, et elle était plus petite que ma vie réelle. Et en cours de route, j'avais laissé faire. Je m'étais fait plus petit pour correspondre à cette idée, plutôt que de demander à l'idée de rattraper la réalité. J'ai 64 ans. J'ai une pension et une maison payée dans un quartier où je vis depuis 22 ans. J'ai une fille qui est là quand j'appelle. J'ai un voisin qui apporte de la bière et qui n'a pas besoin que je sois autre chose que ce que je suis. J'ai un chien qui est vieux et lent et qui me suit de pièce en pièce comme si j'étais la chose la plus importante de sa journée, ce que certains jours, je crois que je suis peut-être vraiment. Aussi, quelques semaines après tout cela, j'ai eu un premier rendez-vous, pas avec quelqu'un lié à cette histoire. Quelqu'un que j'ai rencontré dans un cours d'aquarelle auquel je m'étais inscrit en septembre, principalement parce que j'avais besoin d'un endroit où aller les mardis soirs, et c'était ça ou le club de modélisme ferroviaire, et je n'étais pas prêt pour le club de modélisme. Elle s'appelle Louise. Elle a 61 ans, récemment retraitée de l'enseignement de l'anglais au lycée à Saint-Albert, et elle a ri à quelque chose que j'ai dit dans la 3e minute de notre première conversation, et j'ai pensé, voilà. C'est à ça que c'est censé ressembler. Je n'ai pas encore parlé d'elle à mon fils, non. Pas parce que je cache quelque chose, mais parce que certaines choses méritent d'exister dans leur propre espace pendant un moment avant d'être englouties par les opinions et les sentiments de tout le monde. Et par toute cette machinerie compliquée qui s'active chez les enfants adultes lorsque leurs parents s'avèrent être toujours des personnes à part entière. Je lui dirai quand ce sera le moment. Et la chose que je veux dire, la chose à laquelle je reviens toujours, c'est que rien de tout cela n'est arrivé parce que j'étais intelligent, stratégique ou que j'essayais de donner une leçon à qui que ce soit. C'est arrivé parce qu'un matin, j'ai fini mon café, j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai décidé que ma vie m'appartenait. Pas pour m'organiser autour du confort des autres, pas pour me ratatiner dans un coin du cadre pour que personne n'ait à ajuster son image. Sandra disait que j'étais têtu. Elle ne le disait pas toujours comme un compliment, mais je pense qu'elle disait en réalité que je ne lâche pas les choses que je sais être vraies. Et je sais que c'est vrai. Je suis quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Pas juste quelqu'un à tolérer quand l'emploi du temps le permet. Il a fallu une dinde de Thanksgiving, un voisin nommé Franck et un chien qui me suit de pièce en pièce. Pour que mon fils le comprenne. Il m'a fallu plus de temps qu'il n'aurait fallu. Pour arrêter de l'oublier moi-même. Mais nous y sommes arrivés. C'est ça, la chose. Vous pouvez perdre le fil de vous-même pendant un moment et réussir quand même à retrouver votre chemin. Ça aide juste d'avoir les bonnes personnes à votre table quand vous le faites.
J'ai réfléchi à ce qui s'est réellement passé. Ce Thanksgiving-là. Pas les appels, pas les SMS, pas les 6 appels manqués de mon fils, mais la chose sous-jacente que j'ai mis du temps à nommer. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai cessé de me rendre plus petit. C'est tout. C'est tout, et ça semble simple quand je le dis comme ça, mais ça ne l'était pas. Il m'avait fallu près de 3 ans pour comprendre que je le faisais silencieusement, sans remarquer la façon dont on ajuste lentement le thermostat d'1 degré à la fois. Jusqu'au jour où l'on réalise que la maison est froide et qu'on ne se souvient plus quand c'est arrivé. Après le départ de Sandra, je crois que j'ai cru, sans jamais me le dire vraiment, que je devais être facile à vivre, peu exigeant. Je ne voulais pas être un fardeau pour mon fils pendant son deuil, pour ma fille. Pendant le sien, pour personne. Alors, je me suis fait plus petit. J'ai demandé moins. J'ai attendu d'être inclus plutôt que de choisir de me montrer. Et plus je me faisais petit, plus il devenait facile pour les gens autour de moi de me caser dans l'espace qui restait après que leur vrai projet avait été fait. Ce n'est la faute de personne en particulier, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je pouvais continuer à faire avec ce que je sais maintenant, et ce que ce Thanksgiving m'a appris d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'est que les gens dans votre vie vous prendront à l'estime que vous avez d'eux. Vous-même. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose, qui comprend chaque annulation, qui va toujours bien, qui est toujours disponible, toujours reconnaissant pour n'importe quel coin du calendrier qu'on lui propose, c'est exactement ce qu'ils croiront que vous êtes. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que les gens sont occupés. Que les histoires qu'ils racontent sur nous sont façonnées par les preuves que nous leur donnons. J'ai donné à mon fils la preuve pendant des années que j'allais bien en marge, et il l'a cru parce que c'était pratique à croire. Parce que je ne lui ai jamais donné de raison de regarder de plus près. La photo a changé cela. Pas parce que je l'avais prévu, mais parce qu'elle lui a montré une version de ma vie qui ne correspondait pas à la version qu'il trimballait avec lui. Il y avait Franck à ma table. Il y avait la famille de ma fille. Il y avait une dinde de 10 kilos, un chien, un petit-fils avec de la sauce sur le menton et tout un après-midi de ce qu'il y a de plus banal et de précieux, et rien de tout cela n'avait à voir avec le fait que mon fils m'ait fait de la place ou non. C'est ce qui l'a secoué. Pas Franck spécifiquement, mais le fait que j'avais une vie à laquelle il n'avait pas prêté attention. Et voici ce que j'en ai compris. Ce n'est pas le travail d'un enfant de construire votre vie à votre place. C'est votre travail. Au moment où vous externalisez votre sentiment d'appartenance aux emplois du temps des autres et aux priorités des autres, vous avez déjà perdu quelque chose que vous ne pourrez pas récupérer en attendant qu'ils le remarquent. J'ai passé trop de temps à attendre d'être remarqué. Pas de façon dramatique, pas consciemment, juste de cette façon tranquille et quotidienne de ne pas appeler en premier, de ne pas faire de projet en premier. De ne pas choisir en premier. Franck ne me demande pas d'être autre chose que ce que je suis. Louise rit à mes plaisanteries. Cécile me suit de pièce en pièce. Ma fille se montre quand j'appelle. Ce ne sont pas des petites choses. Ce sont, en fait, la chose entière. Mon fils et moi allons mieux maintenant. Pas parfait, mais honnête d'une manière que nous n'avions pas été depuis longtemps. Cette conversation a eu lieu parce que j'ai cessé de m'accommoder de la distance entre nous et que j'ai commencé à être honnête sur ce qu'elle m'avait coûté. C'est ce que je dirais à n'importe qui dans une situation similaire. Ne faites pas de gestes dramatiques, n'essayez pas de donner une leçon, arrêtez juste de vous ratatiner. Arrêtez de vous rendre facile à ignorer. Soyez présent pour votre propre vie. Dressez votre propre table. Et laissez les gens qui comptent trouver leur place. Ceux qui valent la peine d'être gardés trouveront le chemin de votre porte.